Climat tendu, explosif, dimanche au stade Vélodrome. L'OM reçoit Toulouse. Un match couperé, soit on s'impose et on se remet les têtes à l'endroit, ou soit ça se passe mal. Et là, ça va gronder fortement dans les tribunes. Et ça sera un petit peu la mouise au sein du club encore plus. On va faire l'avant-match de cette rencontre très attendue. C'est un vrai tournant. Avec cette crise qu'il y a eu en début de semaine, qui est la taupe, qu'est-ce qui s'est passé entre les joueurs de Zerbi, Benassia qui a fait le médiateur, quelles conséquences ça peut avoir. Je vais vous donner mon point de vue. La compo que je mettrai pour battre les Toulousains et se relancer, faire un vrai bon match enfin et mettre le feu dans ce stade. L'analyse du TFC et on parlera un petit peu de l'envie de Zerbi. Qu'en est-il vraiment dans sa tête? Est-ce qu'il veut s'installer sur le moyen long terme à l'OM? Quelques infos mercato sur Medina, le défenseur lensois. Luis Enrique est pisté par l'Inter et le Bayern, mais surtout par l'Inter. Et en fin de vidéo, on va faire un gros hommage à un des capots les plus légendaires du stade Vélodrome qui nous a quittés hier. Dénommé Crevette. Il s'appelait Stéphane. Il faisait partie des 3 plus grands capots historiques du stade, qui a été au lancement du CE 84. Beaucoup d'anecdotes que j'ai entendues sur lui depuis petit. Je vous raconterai ça à la fin de la vidéo. Vous savez que le Commando Ultra 84, c'est le premier groupe Ultra à avoir été implanté en France. Là aussi, Marseille a été novateur et à jamais les premiers. Et puis Stéphane, ça fait partie des meilleurs capots de l'histoire du Vélodrome, au même titre que Depay, et le meilleur capot du CE 84 pour beaucoup. Allez, on est parti pour l'avant-match. Pour toutes les personnes qui veulent parier sur le match, profitez de mon lien sur Unibet. Votre premier pari est remboursé si jamais il est perdant. Jusqu'à 100 € de mise maximum, remboursé en freebet. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Pour les majeurs uniquement. Pour les mineurs, c'est interdit, strictement. Ça me soutient ceux qui le font. Je vous montre un petit peu les cotes les plus intéressantes. 1,73, c'est beaucoup quand même. Pour un match contre le 11e, on est à domicile. Ça veut bien dire que c'est un match sous tension pour l'OM. Donc oui, la cote de l'OM est très belle par rapport à d'habitude pour ce type de match. Quelques formules pas mal du tout avec l'OM vainqueur et Greenwood buteur. C'est coté à 3,05. L'OM vainqueur est plus d'un but dans le match à 2. Donc la cote est doublée. Et j'ai aussi remarqué l'OM qui gagne par 2 buts d'écart ou plus, 2,75. Pour ceux qui veulent, bien sûr. N'oubliez pas de rentrer mon code promo RAFOOT juste après avoir cliqué sur le lien en description. Et votre premier pari est remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 € de mise. Pour ceux qui veulent, la team parieur et parier de manière raisonnable, je répète. C'était très chaud à la commanderie après la défaite contre Reims. Vous savez que Zerbi a annulé les jours de repos qui étaient convenus. Les joueurs sont restés jusqu'à tard à la commanderie. Et puis lundi, ça a un petit peu pété entre les joueurs et le coach. Alors ce n'est pas inventé les amis. Oui, c'est les infos de l'équipe et un quotidien national. C'est trop gros pour que ça soit faux. Et d'ailleurs, Zerbi a avoué à demi-mot que c'était la réalité, qu'il savait que ça allait sortir. Donc même s'il y a quelques passages qui sont peut-être pas précis, selon une première version, Zerbi n'aurait pas aimé certaines attitudes. Il aurait dit à ses joueurs, je ne vous entraînerai pas aujourd'hui. Et les joueurs auraient dit, c'est comme ça, on reste au vestiaire. Et selon une deuxième version, les joueurs auraient demandé à Zerbi une réunion lundi par rapport au problème qu'il y a actuellement. Et que si Zerbi n'acceptait pas, eux, ils n'iraient pas s'entraîner. Voilà. En tout cas, ces épisodes me rappellent la Coupe du Monde 2010. Ce qui s'est passé avec Domenech, etc. Même si ça n'a pas été aussi loin. Benassia est arrivé en médiateur pour parler au groupe pendant 1 heure dans le vestiaire. Et puis, les joueurs ont finalement décidé de rejoindre encore heureux la pelouse de la commanderie et de faire leur entraînement. Ça a été un petit peu froid avec le coach. Mais ça, c'était lundi, il y a quelques jours. On peut se poser la question, comme c'était le cas en 2010, n'est-ce pas Patrice Evra, qui est la taupe? Qui balance toutes ces infos détaillées aux journalistes? Et on s'aperçoit qu'à l'OM, cette saison et depuis quelques temps, c'est souvent le cas. Ça peut venir d'un joueur qui manque de temps de jeu, ou alors qui s'est arrangé avec certains journalistes, chacun a ses intérêts, ou alors d'un membre, je dirais pas du staff, ça c'est impossible, un membre du club. Voilà. Parce que vous savez que l'entente, même si elle est bonne entre Benassia, Zerbi et Longoria, il y a des gens qui n'aiment pas Benassia par exemple, qui auraient tout intérêt à mettre le feu au club. Donc ça peut être un joueur qui parle à quelqu'un du club, un employé, et cette même personne balance à des journalistes. Encore une fois, soit il s'est passé des choses intolérables après la défaite contre Reims, que Zerbi ne peut pas accepter en tant que coach ambitieux, exigeant pour notre club, ou soit il a voulu volontairement provoquer, créer cet électrochoc, c'est-à-dire vouloir piquer les joueurs, les réveiller, les toucher dans leur orgueil. Après, c'est à double tranchant,
Parce que peut-être que tu peux aussi perdre une partie de ton vestiaire quand ça se passe comme ça. On connaît la mentalité des joueurs de maintenant. Donc est-ce que c'est volontaire de la part de De Zerbi? On peut se poser la question et c'est possible. Quand on connaît un petit peu son caractère sanguin, il a voulu rajouter encore plus de crise à la crise, mais volontairement. Pour leur montrer que maintenant il faut se bouger, il y a urgence et que les joueurs arrivent sur la pelouse dimanche révoltés, surmotivés, comme des lions. Ça arrive, des crises, des problèmes dans un vestiaire, même si là ça a été un petit peu loin. En plus, il y a McCourt qui arrive dimanche à Marseille, qui va regarder voir le match. Si ça se passe mal, il va voir la gronde du stade Vélodrome. Ça pourrait le faire cogiter, hein, parce qu'un propriétaire n'aime pas trop des possibles, voilà, vous m'avez compris, débordements ou autres, ou contestations, on va dire. Et il serait apparemment inquiet par rapport à la situation du foot français liée aux droits télé, etc. Je dis pas que cette situation est idéale, on s'en passerait bien, on a l'impression que tout le monde a un peu perdu les pédales, les joueurs, le staff, mais il fallait peut-être cet électrochoc pour que tout le monde tire dans le même sens et que là, dans cette fin de saison, on soit plus soudés que jamais. En tout cas, c'est un effet qui est possible, on le souhaite dimanche. Pour la réaction de De Zerbi par rapport à ce qui s'est passé, il est arrivé en conférence de presse en disant « Moi, les polémiques, j'aime. Je suis prêt à rester 3, 4, 5 ans à l'OM, même avec ce stress, cette tension, ce climat au quotidien. » Et encore, il n'a pas encore vécu le pire, hein, loin de là. Il joue un match par semaine. On vit une saison assez calme, je trouve, mis à part les polémiques arbitrales. Il a secoué particulièrement Lirola. Et son explication, c'est que c'est un joueur qu'il connaît bien, c'est vrai. Il a vu en Italie, il connaît le personnage, comment un petit peu le faire réagir. Mais je lui donne raison à De Zerbi. Parce que Lirola, c'est vrai que tout le monde pensait qu'il serait écarté encore cet été, qu'on ne compterait pas dessus. S'il est encore au club, il le doit uniquement à De Zerbi. Donc il devrait être beaucoup plus reconnaissant et se battre largement plus sur le terrain et au quotidien. Que penser au final de ce management de De Zerbi avec son groupe à la dure, beaucoup plus qu'avant? Bon, pour moi, il est souhaitable parce que la situation est vraiment critique. Ce qu'on voit sur la pelouse, c'est très inquiétant. J'espère que les joueurs vont se battre pour lui. Et même si ce n'est pas pour lui, pour le maillot, le respect du blason. Voilà. De Zerbi, c'est un super coach, un super technicien. Après, dans le management, il a ses côtés à part. Il y a beaucoup de... Je me mets un petit peu en avant, il faut le dire. Il est comme ça, mais ça veut dire qu'il est authentique, qu'il est vrai. Et je sais que ça peut agacer certains joueurs. Voilà. Donc, sa gestion du groupe, il y a beaucoup de choses à redire. Sur certains qu'il a mis sur le banc, certains qu'il a protégés. Pareil sur le plan tactique, on va en reparler dans cette vidéo. Mais là, dimanche, on va voir avant tout une attitude de guerrier sur le terrain. Parce que les joueurs doivent se racheter par rapport à ce qui s'est passé. De Zerbi, il a compris ce qu'était l'Olympique de Marseille. L'ADN du club, du peuple marseillais. C'est vrai que pour l'instant, il n'a pas encore réussi à mettre son jeu en place. Je le répète souvent. Mais je me pose de plus en plus la question, est-ce qu'il a les joueurs pour? Ça demande beaucoup de qualité technique. La manière dont il veut jouer, comment ressortir le ballon, assimiler ses consignes. Et on peut se dire qu'au prochain mercato, il pourra rectifier le tir. Alors oui, il a peut-être plus de crédit que les autres parce que c'est De Zerbi. Mais en même temps, c'est un coach qui attire des vrais bons joueurs grâce à son nom. On l'a vu avec Benasser, Rabiot, Højbjerg, Greenwood. Sans De Zerbi, ils n'arrivent pas à l'OM. Donc ça aussi, on se posera la question cet été. Si jamais ça se passe mal, hein, si jamais on n'est pas sur le podium, est-ce qu'il faudra conserver De Zerbi ou pas? Il y aura débat. On n'en est pas là et j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure sur qu'est-ce que souhaite De Zerbi et si ça se passe mal, qu'est-ce qu'il voudra faire? Parce que j'ai quand même quelques doutes. Il a beau dire, il y a quand même quelques éléments où il a précisé, tout dépendra comment ça se passera en fin de saison. Il a dit qu'il était dans l'environnement idéal, le contexte marseillais où c'est le feu, hein, c'est jamais de juste milieu, c'est tout blanc ou tout noir, et que ça ne le dérangeait pas, cette pression au quotidien. Même si on sent quand même que c'est un sanguin et qui peut vite dérailler, encore plus dans le contexte marseillais, avoir des paroles fortes, notamment après les matchs. Mais vous savez, l'OM est un club tout feu tout flamme. On a eu des coachs comme Bielsa, Tudor, même Guéret, ça avait un gros caractère, Sampaoli, qui ont réussi dans cette atmosphère bouillante grâce à leur côté à part. Voilà. C'est pas des Alain Perrin qui ont réussi chez nous, c'est pas des Philippe Roussier, des tacticiens comme ça. Même Goethals, ça avait un caractère du feu de Dieu. Donc oui, il est compatible avec la mentalité marseillaise de Zerbi. Par contre, ce qu'on voit sur le terrain, la devise droite au but, elle n'est pas respectée. Et ça, je vais en parler dans le domaine tactique, parce que là, c'est un peu contradictoire. Ce qu'il dit parfois en conférence de presse
sur le fait de mouiller le maillot, de tout donner, d'attaquer. C'est pas ce qu'on voit sur la pelouse. Les joueurs, on a l'impression qu'ils sont stériles, très bridés par certaines consignes. Et je pense que c'est la réalité. La compo que je mettrai, donc passage en 4-3-3 obligatoire ou 4-2-3-1, mais je pencherai plutôt pour un 4-3-3 parce qu'on n'a pas de véritable vrai 10. L'avantage dans ce système, en plus par rapport à la blessure de Balerdi, c'est que ça nous fait un défenseur central de moins. On n'en a qu'un de métier actuellement dans le groupe, c'est Cornelius, et je ne sais même pas s'il va être titulaire. Donc faisons un changement radical, repassons au système du début de saison, qui a plutôt bien fonctionné, mis à part un ou deux matchs. En plus, certains joueurs, ça sera les premiers gagnants, comme Merlin, qui va retrouver cette position un petit peu hybride. Vous vous souvenez, en début de saison, quand il jouait latéral, il avait aussi cette consigne de rentrer au milieu de terrain par moment. Quand on était en phase de possession, il s'insérait souvent dans le cœur du jeu. Et on a pu voir qu'il était très à l'aise à ce poste-là. Bien sûr, Greenwood qui retrouverait son meilleur poste. Et aussi, on relancerait un autre ailier, notamment Jonathan Rowe. Je suis très curieux de le revoir. Rowe, dans un 4-3-3 avec lui sur le côté gauche, parce qu'on a besoin de folie, de percussion sur les ailes quand tu joues dans ce système. Luis Enrique est un petit peu timide dans les 30 derniers mètres. Il n'est pas très bien en ce moment. Donc le mettre sur le banc, pour moi, c'est pas un scandale. Calmez-vous dans les commentaires. Pour les latéraux, je choisis Merlin par rapport à ce qu'il a montré dans ce système en début de saison. Et Dedic à droite, parce que lui, il faut le mettre à droite uniquement. À gauche, c'est une catastrophe. Il a tendance à se remettre sur le pied droit à chaque fois, systématiquement. Il joue jamais sur le pied gauche, donc ça ne sert à rien. Là, en tant que latéral droit, dans un match à domicile contre Toulouse, il pourra monter, apporter des percées. Bon, les centres, c'est pas trop ça pour l'instant. Il y a du boulot sur ce joueur, c'est clair et net. On s'attendait à mieux. On dirait un jeune joueur qui sort du centre de formation et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de travail. Murillo devrait être disponible, donc je l'associe aux côtés de Kondogbia. Ça me semble la charnière la moins pire possible. Il y aurait le retour de Amin Harit dans le groupe. Il ne peut pas être titulaire après 5-6 mois d'absence, mais ça reste quand même une bonne nouvelle pour la fin de saison, une option en plus. On sait que Gouiri et Nadir sont incertains, parce qu'en sélection, ils ont eu quelques pépins physiques. C'est étonnant pour Nadir, qui a joué 0 minutes avec le Maroc. Pour Gouiri, je peux comprendre, parce qu'il a joué 2 matchs titulaires avec l'Algérie, dans des conditions horribles. En plein ramadan, à plus de 30 degrés, taux d'humidité incroyable au Botswana. J'ai commenté le match, donc il y a un peu de fatigue. Après, il sera là, ça se trouve demain, et titulaire. En tout cas, on l'espère, parce que c'est un atout important à la pointe de l'attaque. Ça permettra au milieu d'associer Rabiot, Rongier, Benasser. Avouez que sur le papier, ça a la gueule, et je vois pas pourquoi ça serait pas complémentaire. Loin de là. On a un des meilleurs milieux de terrain du championnat de France. Je l'échangerai contre personne, mis à part celui du PSG. Donc ça doit être notre force, le cœur du jeu. Donc raison de plus pour mettre 3 hommes au milieu de terrain. Il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de joueurs de qualité. Mettons 3 joueurs dans ce secteur de jeu et enlevons un joueur dans un autre où on est très faible, la défense centrale. Ça ne sert à rien d'en rajouter un de plus et d'en mettre 3. D'autant plus que le système a montré ses limites. C'est plat, c'est mou, ça va pas droit au but, il n'y a pas de vie. Donc repassons en 4-3-3. Si Gouiri est absent, ça nous fait quand même beaucoup de forfaits avec des joueurs majeurs. Déjà la perte de Højbjerg, qui aurait voulu jouer d'ailleurs, mais c'est De Zerbi qui lui a dit « Écoute, on va y aller mollo, tu es en phase de reprise, faut pas non plus prendre des risques insensés. » Mais en tout cas, il sera pas là. Balerdi qui sera peut-être out jusqu'à la fin de saison, et donc Gouiri. Donc pour une fois, et j'ai envie de dire au pire des moments, on aura plusieurs absences importantes dans la saison. De joueurs majeurs, je répète. Le match sera arbitré par Monsieur Pignard, qui a l'habitude de mettre beaucoup de cartons rouges à l'OM. Donc on espère un arbitrage correct, qui n'est pas de polémique, pas d'erreur de chaque côté. Maintenant, l'analyse de l'adversaire, le TFC qui est 11e de Ligue 1, qui est déjà maintenu. Donc ils vont arriver au Vélodrome sans pression, un petit peu en roue libre, même si la motivation sera là, parce que tu joues un match de gala au Vélodrome. Ils sont sur 3 matchs sans victoire. Par contre, c'est la 6e équipe de Ligue 1 au classement à l'extérieur. Ils sont meilleurs hors de leur base qu'à domicile. C'est pas une équipe qui met le bus systématiquement, aussi bien contre les grosses équipes du championnat. Leur système, c'est le 3-4-3. Bon, bien sûr, on aura la possession du ballon. Ils vont essayer de jouer en transition, de jouer la profondeur, avec la vitesse notamment de leurs ailiers, qui sont très rapides, capables de créer du danger. Attention à Merlin et Dedic. Et on sait qu'on peut s'inquiéter de ce côté-là. Dans leur dos, attention au long ballon. C'est une équipe qui est très forte sur les coups de pied arrêtés, qui marque pas mal de buts dans ce domaine, notamment sur les corners. Dans les duels aériens, c'est costaud, c'est solide aussi. Quand on voit les statistiques, ils ont beaucoup tendance aussi à attaquer un peu plus sur l'aile gauche. Quand on voit aussi les stats,
il tente un nombre de tirs très important pour une équipe qui est 11e du championnat en moyenne. Donc il se crée des occasions Toulouse, hein, quasiment à toutes les rencontres. Ils ont un 11 de départ qui a très peu évolué au cours de la saison, hein, ce 3-4-3 je répète. C'est resté un petit peu le même. Leur ratio occasion-efficacité n'est pas terrible du tout, hein. Ils croquent pas mal devant le but. C'est pas une formation qui a la possession, qui aime ça, qui est faite pour faire du jeu, pour avoir le monopole du ballon, loin de là. Et puis défensivement, ils peuvent être en difficulté. On l'a vu d'ailleurs au match aller. Voilà. Ça risque d'être un match ouvert par rapport à l'attitude du TFC qui va, je pense, pas jouer dans leurs 20 derniers mètres pendant 90 minutes. Donc tu vas me dire, tant mieux. Pour De Zerbi, c'est ce qu'il attend, c'est ce qu'il recherche. Mais là, ce qu'on demande à notre équipe, d'autant plus dimanche, c'est d'emballer le match. Parce que l'attention, elle sera là au Vélodrome. Les supporters vont encourager l'équipe. Pourquoi? Parce que l'enjeu est trop important. On joue la qualif en Ligue des Champions, on est 3e actuellement, on aurait tout signé pour être là, je pense. À ce moment de la saison, c'est très correct, même si on a de la chance que la Ligue 1 soit assez faible par rapport à nos concurrents, ça avance très peu vite. Mais si, au bout de 30 minutes, on est mené 1-0, il y aura des sifflets qui vont commencer à fuser et des chants contestataires. Et après, les joueurs peuvent avoir la peur au ventre, on sait comment ça se passe. Donc oui, ça peut sentir un match de crise, ou alors au contraire, un match où l'OM atomise Toulouse, gagne par 3-4 buts. Moi, je le vois comme ça, hein, sincèrement. Et on donne une grosse réponse dimanche au Vélodrome. Il n'y aura pas de petite victoire ric-rac, je pense. Il y aura aussi beaucoup de buts. L'historique face à Toulouse, il est plutôt bon. On est invaincu sur les 6 derniers matchs contre eux. Et sur les 6 derniers matchs au stade Vélodrome, c'est pareil. On n'a pas perdu. D'ailleurs, c'est marrant parce que celui de 2016, j'y étais en virachute chez les Winners. C'était un stade quasiment vide. On était en train de reprendre la saison. Le premier au Vélodrome, il y avait 20-25 000 personnes. C'était juste avant que McCourt reprenne le club. On savait que le club était en vente, mais on ne connaissait pas encore le repreneur. C'était la fin de Margarita, de La Brune. Donc voilà, historique plutôt bon contre Toulouse, voire même très bon. Alors à quelle entame s'attendre demain soir? Malgré ce que j'ai évoqué tout à l'heure, je ne dis pas que Toulouse va venir nous chercher haut, aller nous presser, etc. Faut pas exagérer non plus. La seule équipe qui l'a faite, c'est Brest. Au mois d'août, ils ont pris une danse. On a vu ce qui s'est passé. Ça a été l'idéal pour nous, pour bien ressortir, pour trouver les joueurs dans les intervalles et ensuite avoir des 3 contre 3, des 4 contre 4. Les équipes, elles ont la vidéo, ils observent nos matchs. Et donc après, on a eu des matchs à 90% contre des blocs bas. Et la plupart du temps, on ne trouve pas la solution. Qu'ont des équipes regroupées dans leurs 30 derniers mètres. Mis à part cette possession stérile. Et on n'est pas les seuls, les gars, à jouer contre des équipes blocs bas à 90% du temps. Dans plein de championnats, il y a des clubs confrontés à ça. Et pourtant, ils trouvent la clé, ils marquent des buts, ils gagnent leurs matchs assez régulièrement. Donc, quand tu as un plan A qui ne marche pas, il faut avoir d'autres plans. Et on va voir si De Zerbi dimanche a une stratégie différente pour avoir du danger, beaucoup plus que ça, contre des équipes bloc bas. Parce que quand il me parle de hold-up, le match contre Lens, c'est exagéré. Moi, j'ai commenté Lille-Lens. Vous verrez la domination de Lille pendant 1 heure de jeu. Rien à voir avec la nôtre, soi-disant, au Vélodrome il y a quelques semaines. Il a un match par semaine à préparer De Zerbi. Donc il doit se poser les bonnes questions avec ses adjoints pour comment, enfin, percer ses blocs bas. Parce que là, cette équipe de l'OM, non seulement elle amène pas de danger, mais elle crée rien. Elle n'est pas plaisante, elle n'est pas belle à voir jouer. Il se passe quasiment rien dans nos matchs. C'est l'inverse de notre devise. C'est l'inverse de la mentalité qu'inculque De Zerbi dans les conférences de presse. Il est venu pour faire vibrer le stade Vélodrome. Pour nous donner du plaisir avant tout. C'est tout ce qu'on ne voit pas. Il a quelques circonstances, des joueurs très limités pour sa façon de jouer. Aussi, la mentalité de pas mal de joueurs dans l'effectif, elle est très craignos. On voit avec ce qui s'est passé en début de semaine, hein, et on le ressentait sur plusieurs matchs. Mais ça aussi, c'est la responsabilité surtout des dirigeants. Ça fait 3 saisons de suite qu'on nous prévient en cours de saison que l'année suivante, on va mettre l'accent sur la mentalité des joueurs avant tout. Benassia et Longoria avant, qu'on va recruter des joueurs qui ont l'ADN OM, qui peuvent porter ce maillot, qui ont les épaules pour, et qui ont les valeurs pour. Ben, quand on fera le bilan du mercato, on va s'apercevoir qu'il y a 50% d'échecs, et aussi 30% de joueurs qui n'ont pas la mentalité pour jouer à l'OM. Donc encore une fois, de ce côté-là, c'est du vent, c'est des discours. Un autre point qui pose question, c'est la condition physique des joueurs. On a la sensation qu'ils sont très émoussés. Qu'est-ce qui s'est passé là pendant la préparation estivale? Est-ce qu'on s'est vraiment bien préparé? Et pendant la saison, à l'entraînement, encore une fois, j'aimerais bien voir tout ce qui se passe et tout. Avec les blessures aussi, qui sont récurrentes. Pour un OM qui joue pas la Coupe d'Europe
Et heureusement que cette année, on a touché du bois. Hein. La plupart de nos joueurs majeurs ont été disponibles toute la saison. Lina a évoqué dans sa vidéo aussi les jours de congé accordés aux joueurs cette saison, qui ont été très nombreux, trop importants, pour un OM surtout qui ne jouait pas la Coupe d'Europe. On ne peut pas dire que ça a été une réussite, hein, quand on voit ce qui se passe. Donc voilà, moi j'espère une grosse réaction au niveau du caractère des joueurs demain soir, qu'ils emballent le match, au niveau du jeu bien sûr. Ça viendra aussi du staff, de Zerbi, de sa compo, de sa stratégie. Parce que là il y a une fin de saison très importante pour les finances du club, pour le projet, à moyen et à long terme. De Zerbi, j'en parlerai tout à l'heure, a bien précisé qu'on verra comment la fin de saison va se passer. Donc il y a un doute sur le fait qu'il va rester. Et j'ai envie de dire, si tout le monde échoue en fin de saison, on devra faire le bilan et se poser la question. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de Zerbi, de tout le monde, même, hein, même des dirigeants, même des joueurs. Non. Dans une Ligue 1 aussi faible, on doit assurer ce podium, ou au pire être quatrième. Et encore, c'est gentil ce que je dis. Mais on ne peut pas échouer. On a toutes les cartes en main, ça serait inadmissible vu la saison qui a été en cours. Ok, c'est une première saison de Zerbi et je sais qu'on avait dit au départ, si on finit 4e, voire 5e, tout dépendra de la manière. Et bien justement, la manière, elle ne serait pas là. Si on finit 5e, vu le scénario de la saison, vu notre jeu produit, ce serait une 5e place catastrophique. Donc s'il y a fiasco, tout le monde sera tenu responsable. Voilà. De Zerbi, faut qu'il montre qu'il a les épaules pour entraîner ce club sur tous les aspects, pas qu'en conférence de presse, sur tous les aspects aussi, qui se calme un petit peu après les matchs, parce que là c'est... Je dis pas que j'aime pas la polémique, je suis supporter de l'OM, donc moi aussi j'aime la polémique. On est né dans ça, on est baigné dans la polémique les gars. On est un club polémique, on est un club tout haut ou tout bas, il n'y a pas de juste milieu, tout va bien ou tout va mal. Certains vont me dire c'est fatigant, oui parfois ça l'est, on se le dit, mais on s'ennuie jamais d'un côté. C'est ça l'OM, tout va très vite. Mais le côté volcanique de Zerbi contribue au fait que ça peut manquer de sérénité par moment. Dans le club, quand ça se passe mal, ou... Voilà, c'est un sanguin, c'est un chaud. C'est un des coachs les mieux payés aussi en Europe, hein. Il est dans le top 15 de Zerbi, donc on est en droit d'attendre un minimum de résultats. C'est un fait, c'est normal. Alors, il a changé son management, vous l'avez vu, vis-à-vis du groupe. Là, il a vraiment changé de ton. En début de semaine, on a vu ce qui s'est passé. Il a voulu piquer les joueurs, je pense, ou même dénoncer certaines attitudes scandaleuses. Et là, en fin de semaine, on nous apprend, d'après RMC Sport, qu'il a convoqué la plupart des joueurs en entretien pour voir leur état d'esprit. On a vu même que le noyau dur était derrière lui, comme Benasser, Højbjerg, Rongier, Rabiot, il me semble, et 2-3 que j'oublie, hein, il les a cités en conférence de presse. Donc c'est bien ça, ces entretiens individuels, ça permet aux joueurs de leur parler un par un. Je pense que pour un coach, c'est très utile ces choses-là, à condition que ça soit fait à bon escient, dans des moments importants. Sinon, De Zerbi, cette saison, il a toujours été plus ou moins... Il a souvent défendu son groupe, il a souvent été gentil, mais il a su durcir le ton dans des moments où ça n'allait pas du tout, comme après le match contre Auxerre. Hein. Il y a un truc aussi que je voulais vous dire, depuis l'élimination contre Lille, j'ai senti le groupe touché, être beaucoup moins investi. Parce qu'il s'est rendu compte qu'on ne gagnerait pas de trophée cette année. La Coupe de France était morte. Et le titre avec Paris qui enchaînait les victoires, que c'était intouchable pour nous. Donc en fait, le fait que Paris soit autant en avance sur les autres en championnat, parce qu'on nous dit souvent, ouais, vous perdez des points contre les petits. Mais quand il y a un tel écart, la motivation pour les joueurs, admettons, on serait à quelques points du PSG, elle ne serait pas la même. Je suis sûr qu'on ne passerait pas au travers contre Reims, par exemple. Donc il y a aussi un peu de ça. La surdomination du PSG avec son effectif fait que ça peut décourager les équipes comme Monaco, Lyon, Paris. Je grossis les traits, mais sur certains matchs, un peu plus te relâcher. Quand tu joues que le podium, machin, même si c'est quand même important. Il faut se qualifier en Ligue des Champions, mais il n'y a pas que nous qui avons des trous d'air. Voilà. De Zerbi, veut-il rester en fin de saison de manière ferme à 100%? Écoutez, je vous mets le passage, parce qu'il a été interrogé là-dessus. Il dit les mariages se font à deux, il faudra voir comment se termine la saison. Tout en évoquant avant le fait que personne ne l'a contacté et que, en étant certain dans ma tête que lui veut rester à l'OM si on se qualifie en Ligue des Champions. Il a envie de découvrir cette compétition, enfin, pour la deuxième fois. Il a joué seulement avec le Shakhtar, dans ce stade Vélodrome chaud bouillant. Et ça, je le crois, même s'il y a des intérêts de clubs italiens, beaucoup en parlent, le Milan et d'autres qui le surveillent. Mais si on est en Ligue des Champions, il restera à 100%. Si on ne l'est pas, la question va se poser déjà pour lui-même. Est-ce qu'il voudra rester? Là, il met une phrase hésitante. Oui, il nous dit, ouais, moi je me vois rester pendant des années, mais dans un projet où tout se passe plus ou moins comme prévu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair qu'il aimerait s'engager sur la durée avec l'OM, qu'il est heureux d'être ici, heureux de jouer au Vélodrome, qu'il est en phase avec ses dirigeants aussi.
Après, n'oubliez pas qu'il a déjà remis sa démission en jeu en début de saison, quand ça se passait mal. Donc là, si ça se passe mal en fin de saison, bah, il peut le refaire, voire démissionner. Et que le foot français a tendance à l'agacer. Et oui, ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Hein. Le foot français, il a dit plus jamais. Donc, ouais, il est content d'être chez nous, mais d'être en Ligue 1, pas trop. Par rapport aux injustices qu'il a vues du côté de l'arbitrage, peut-être à la domination du PSG, comme il l'a dit il y a quelques jours. On va parler un petit peu des actus mercato qu'il y a eu ces derniers temps. Luis Enrique, vous avez remarqué qu'il intéresse des gros clubs européens, dont surtout l'Inter et également le Bayern. D'après Di Marzio, l'Inter serait prêt à offrir 25 millions d'euros pour Enrique. L'OM en réclame un peu plus, c'est le jeu du marché. 30-35 millions d'euros, donc ça peut se finir autour de 28 cette histoire. Moi, je suis prêt à le vendre à partir de 25 millions d'euros. Enrique, pour moi, pas moins. Oh, allez, même à partir de 20, j'avoue que je réfléchirais. Je pense que c'est le bon moment de le vendre, même si je ne suis pas prêt à vendre la moitié de l'effectif cet été, surtout nos joueurs les plus importants. Mais bon, Enrique, est-ce qu'il n'a pas un peu surperformé chez nous? Là, il est beaucoup moins bien. Il y a des occasions aussi à saisir. D'ailleurs, Benassia a été en Italie pour discuter avec les dirigeants de l'Inter. Donc, c'est pas rien, c'est pas que des rumeurs. Hein. Foot Mercato en parle, des journalistes italiens en parlent. Dites-moi en commentaire à quel prix vous lâchez Luis Enrique cet été. L'OM, selon l'équipe, est intéressé par Medina qui va quitter Lens cet été. Donc, on surveille la situation. Très bon joueur de Ligue 1, très utile dans une défense à 3, mais je pense qu'il est capable de jouer aussi à 2 derrière. Donc ça m'intéresserait. On était tous très chauds à l'idée de le recruter il y a un an, hein, rappelez-vous, nous les supporters de l'OM. Bon, il y a la concurrence, hein, on annonce Leverkusen, l'AS Roma, Crystal Palace. Il pourrait être associé à Balerdi, c'est vrai. Je vais réagir par rapport aux sanctions sur le match PSG-OM. Hein, donc le verdict a été donné. Un match ferme pour le virage Auteuil. C'est très gentil, c'est très léger, c'est une réalité. Je m'attendais à un peu plus. Même les supporters parisiens, je pense, imaginaient un peu plus. Un match ferme par rapport à certaines banderoles visées. Voilà, je pense pas que c'est trop sévère de la part de la Ligue. Hein. Donc le virage Auteuil et le Cup s'en sort plutôt bien. Pour terminer la vidéo, on va faire un énorme hommage à un supporter historique, légendaire de l'Olympique de Marseille, qui a fait la gloire du stade Vélodrome, du virage sud. À la fin des années 80, il a été à la création du Commando Ultra 84, le premier groupe Ultra à être créé en France. Ça a été le premier capot du groupe et un des meilleurs de l'histoire du Vélodrome, dans le top 3. On entend beaucoup parler de EP, mais il y avait aussi ce fameux Stéphane, hein, dénommé Crevette. Et j'avais déjà entendu parler de lui parce que j'avais le livre des 15 ans du CE 84 qui est sorti en 99. Il y avait plein d'anecdotes racontées, match après match, sur les comptes rendus. Et puis il y a des vidéos qui tournent hein, sur des extraits, quand il chauffe le Vélodrome, il chauffe le virage sud. C'était aussi une période, enfin il a connu la période, comme beaucoup d'anciens, où les fanatiques ultra winners c'était côte à côte dans le virage sud. Bah, c'est la période tapis, hein, tout simplement. C'était un capot impressionnant qui savait motiver son groupe et qui avait une grande générosité surtout, quelqu'un de vraiment bien... Voilà, qui s'intéressait au foot, mais pas que, ouais, très ouvert d'esprit, très intelligent. Donc courage à sa famille déjà, courage à sa fille d'ailleurs. J'ai été voir dans la nuit des extraits quand il était au mégaphone. D'ailleurs, il y a des discours un peu historiques. Avant le match contre le PSG, le 29 mai 93, quand on est champion d'Europe, on reçoit Paris, c'est lui qui est au micro pour donner les consignes à tout le Vélodrome au tifo. Et j'avais déjà entendu des extraits de lui en vidéo et c'était lui, le fameux Crevette, tout compte fait. Donc, ouais, je pense que le Commando Ultra va faire un grand hommage dimanche. Ça a été le plus grand capot de ce groupe, vraiment, mais s'il y en a eu d'autres, hein, de très très bons, c'est vrai, comme Bourguignon et autres. Et voilà, au stade Vélodrome, voilà, son charisme, sa prestance, sa passion pour l'OM. Et ça a été le début du mouvement Ultra à Marseille, hein, le CE 84 et... Voilà, les plus anciens qui ont connu le mouvement Ultra à Marseille, comment il s'est développé, et même en France, ben, Stéphane, qui nous a quittés à seulement 58 ans d'un cancer. Ça me rappelle quelque chose que j'ai connu il y a quelques mois, bien sûr, à peu près au même âge. Il va manquer à tous ceux qui l'ont connu. Hein. Je pense que les gens étaient tout le temps nostalgiques de cette période, sur le terrain, mais aussi en tribune. Je répète, sur le terrain et en tribune, l'OM était intenable. Là, il s'est investi pendant des décennies dans ce groupe. Bon, il s'est retiré, hein, j'ai cru comprendre, depuis quelques temps, depuis plusieurs années. Et c'est tout à fait normal et compréhensible. Hein. Quand tu t'investis dans un groupe ultra, au bout d'un moment,
des fois tu as envie de voir autre chose et ça te prend tellement à tous les niveaux que voilà, c'est normal. Et puis c'était quelqu'un qui avait l'air d'avoir le goût à la vie, voilà, outre le goût à l'OM, qui profitait de la vie avec plein de voyages, tout ça. Donc voilà, gros soutien à sa famille, parce que c'est vraiment une personne qui me paraissait exceptionnelle et un grand capot qui te donnait envie de chanter pendant 90 minutes. Vous savez, des capots comme ça, c'est rare, hein, qui te donnent envie de tout donner. Bon, déjà, tu viens au stade pour chanter quand tu es en virage, mais il faut aussi que le capot te donne envie, aide à ça. Il y a eu des gens dans ce stade Vélodrome qui étaient meilleurs. Enfin voilà, des mecs comme Depé, des mecs comme Crevette, il y en a eu plein d'autres, je vais pas les citer, sinon je vais faire des jaloux, je vais faire des classements, mais eux, ça fait partie. En fait, c'était les deux capots emblématiques de la période tapis, hein. C'est même un duo qui formait avec Depé, Patrice De Peretti. Donc ça fait beaucoup, les gars, beaucoup de personnes qui nous quittent là, que ça soit au niveau des personnages de l'histoire de l'OM, comme Hidalgo, Pape Diouf, Bernard Tapie, supporterisme René Malville, Christine qui va rejoindre des ultras du CE84, Stéphane, Depé, Roland, des winners, ça fait beaucoup qui nous quittent et assez jeunes en plus, donc c'est malheureux. Je m'arrête là pour cette vidéo les amis, merci pour votre soutien, n'hésitez pas à la liker juste en bas, je serai aux commentaires assez tôt demain, hein. Je pense prendre l'antenne vers 19h30, parce qu'il y a beaucoup de choses à évoquer. C'est un match sous pression, sous tension. Va pas falloir se rater à domicile, c'est à double tranchant. Le Vélodrome ne fera pas de cadeau si on fait un mauvais résultat. On a été 4 défaites en 5 matchs. On va pas en plus rajouter un autre résultat négatif, c'est pas possible. Et nos joueurs nous doivent une revanche. Voilà. Je répète, ceux qui veulent parier sur le match ou sur un autre match d'un championnat européen, n'hésitez pas à passer par Unibet avec mon lien en description. Votre premier pari est remboursé grâce à mon code promo RAFOOT s'il est perdant. Remboursé en freebet jusqu'à 100 € de mise. Voilà, ça me soutient à ceux qui le font, même si je m'adresse qu'à la team parieur, aux majeurs et à ceux qui parient de manière raisonnable, de manière sensée. Faites attention quand même aux jeux d'argent. A demain, merci pour votre soutien, Forza l'OM. Une fois de plus, ce soir, tous les quartiers de Marseille seront de la partie, tous les quartiers de Marseille seront en live, en direct dans le virage sud, pour un méga concert, le plus grand concert, tous les 15 jours au stade de Vélodrome, le plus grand concert de Marseille, le concert populaire les gars, c'est la véritable expression du peuple, c'est là où toutes les idées se rejoignent, c'est là où toutes les ethnies convergent pour un échange d'idées, pour une amitié, pour une seule identité, celle d'être marseillais les gars. Se mobiliser pour faire de ce soir un instant mémorable. Au nord et en Jambouin, les bandes bleues et blanches vont se déployer. En gagner avancé, des cartons bleus vous ont été distribués, il faut les brandir avec ferveur. En gagner aussi, des voiles vont être déployées. Au quart de virage, des pompons et voiles sortiront à l'unisson. Et enfin au virage, hissez haut les drapeaux. Petits et grands pour la gloire de l'OM, souvenons-nous. 29 mai 91, Paris, les larmes de Boli. 29 mai 93, Paris et Marseille en folie.